Wissam me traite de stalinien, de marxiste dogmatique. Alors c'était dans son dernier live, vous allez voir ça. En vrai, bon ça je suis habitué, même si je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument faux, mais bref, c'est souvent une attaque. Ça m'énerve un peu quand ça vient de la gauche, mais ça vient souvent quand même de la gauche libérale en général, de dire: «Voilà les marxistes en fait vous êtes dogmatiques, vous réduisez tout à l'économie» ou des choses comme ça. Ça fait 100 ans qu'on entend ça et 100 ans d'ailleurs que les marxistes eux-mêmes ont fait la critique des marxistes qui tombaient là-dedans, des marxistes notamment un peu mécanistes, staliniens, qui ont été critiqués par, tout un tas d'auteurs que nous on remobilise sur la chaîne, notamment avec Position Revue comme par exemple Lukács, Gramsci, Lucien Sèvres, même Kluskar, Lucien Goldman, Henri Lefebvre. Enfin voilà, il y a tout un tas d'auteurs, je sais pas, Georges Labica, bah, aujourd'hui il y a tous les jeunes marxistes là, très intéressants comme Alexandre Féron, Guillaume Fondu, Alix Bouffard, voilà, qui ne sont pas du tout dans ce marxisme-là et que nous on met en avant justement parce que, bah, on n'est pas non plus dans ce marxisme-là. Mais bref, c'est souvent une étiquette facile à coller aux gens pour essayer de, les discréditer et en plus de ça, Wissam va aller jusqu'à sous-entendre que j'aurais un problème avec les théories décoloniales, mais que je le dis pas, avec les théories queer, quoi. Enfin voilà, c'est à peine s'il est pas là à dire que je suis un facho, que je suis un raciste et un LGBT-phobe. Enfin vraiment, je trouve ça un peu honteux. Je vais vous expliquer pourquoi on en est là. On en est là parce qu'il y a eu le Zawa Talk où j'ai été invité par Dany à débattre avec Pedro Sancho, avec PsychoQuack, de psychologie. On a parlé de tout ça, c'était super sympa, très intéressant. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs sur le YouTube de Dany Raz. Puis Wissam est arrivé à la fin pour défendre la psychanalyse, mais il est arrivé de manière un peu agressive. Bon, déjà, moi, j'étais pas prévenu, donc c'est pas très cool, je trouve, parce que quand t'es pas prévenu, c'est toujours plus compliqué de faire un débat quand quelqu'un sait qu'il peut débattre avec toi, mais que toi, tu le sais pas. Mais bon, je connais quand même, le sujet, donc ça allait quoi, mais je pense que j'ai pas dit trop de conneries, on va dire. Mais voilà, il est arrivé débattre, il a été assez agressif, notamment avec Pedro Sancho, dans un débat qui avait ni queue ni tête. Pedro, critiquait Fanon sans l'avoir lu et puis Wissam défendait la psychanalyse qui connaît pas non plus de fou, je pense. Et donc c'était un peu ridicule quoi comme débat et du coup dans les commentaires tout le monde a dit: «Mais qu'est-ce qui a branlé Wissam? Pourquoi est-ce qu'il est venu, gâcher la fin du live?» Quoi, en gros les gens l'ont senti comme ça parce qu'en plus Pedro il disait, dans le live, bon il y a eu tout un montage, qui a été plutôt salvateur parce qu'entre le live et la capsule YouTube, bah, c'est quand même beaucoup mieux sur YouTube parce que ça a été fluidifié par le monteur qui a enlevé des passages un peu de malaise et tout. Mais Pedro, il dit plusieurs fois voilà, qu'il aurait mieux fait de pas être là, enfin, qu'il aurait mieux fait de s'arrêter avant ce débat-là, que, il aurait pas pu partir il y a 1 heure et demie. Enfin voilà, c'était pas très, très cool, je pense, pour lui le truc et même pour Dany, bah, qui avait pas l'air de comprendre trop pourquoi aussi il y avait un débat agressif comme ça, alors que ça se passait bien et qu'en plus, ce que Dany mettait en avant et qui est assez vrai, bah, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses avec Wissam quand, il s'agit de dire que la psychanalyse, il y a des choses intéressantes et on peut lire des psychanalystes et que les psychanalystes, sont en partie intéressants, quoi. Ça dépend lesquels, moi il y en a que je préfère à d'autres, mais je vais pas cracher sur tous les psychanalystes. Je veux dire quand tu es, pédopsychiatre, je vois pas comment tu peux être pédopsychiatre sans avoir lu Daniel Winnicott, par exemple. Je vois pas comment tu peux t'intéresser, je sais pas, à ce qu'on a appelé les disharmonies sans, connaître, Anna Freud. S'intéresser à la pédopsychiatrie sans avoir, lu un petit peu de Mélanie Klein, de j'essaie de vous faire une liste un peu comme ça, mais voilà, il y a plein d'auteurs, moi, que j'ai trouvé intéressants à lire, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais qui font réfléchir et en tant que tel, c'est précieux parce que c'est des gens qui ont travaillé pendant 40-50 ans sur un objet d'étude et ce que j'aime pas, moi, chez les antipsychanalystes primaires, c'est que, tu sais, ils pensent que c'est que des conneries. Genre, il y a des gens pendant 50 ans, ils ont travaillé sur un objet et les mecs n'ont dit que des conneries. C'est pas possible, en fait. Il y a toujours une petite part de le gars a une petite intuition, c'est intéressant. Mais le problème dans la psychanalyse, c'est que l'intuition, elle est rarement prouvée. Et donc, on doit toujours la prendre avec des pincettes parce qu'on se dit toujours, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comment est-ce que ça, est-ce qu'on peut arriver à avoir un niveau supérieur de compréhension et même de clinique avec ce concept ou pas, quoi. C'est souvent assez compliqué. D'ailleurs, à un moment donné, Wissam, il parle d'un truc, parce que lui, il a pas de clinique, c'est quelqu'un qui est pas, qui est pas psy et il dit: «Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant, par exemple, la notion d'accompagnement du délire». Parce que Deleuze, il considère qu'il faut accompagner le délire, qui peut être, une subjectivité créatrice ou des choses comme ça. Alors ça, c'est vrai que sur le papier, c'est très beau. En réalité,
quand on confronte ça à ce qu'on sait actuellement sur, la notion de durée de délire enfin, de durée minimale de délire, en fait, on sait que plus on fait en sorte que quelqu'un arrête de délirer rapidement, plus, c'est bon pour lui à long terme. C'est-à-dire plus il conserve ses capacités cognitives, moins il va être réhospitalisé, moins il va avoir besoin de traitement et tout ça et donc c'est un peu compliqué, je trouve, de faire du spéculatif comme ça, de dire: «Oui, on pourrait accompagner les gens, peut-être qu'on va découvrir des trucs». Oui, mais peut-être qu'en fait, le gars, son cerveau est en train de griller pendant que toi, tu es universitaire et tu te dis: «Ah, c'est intéressant d'accompagner les gens». Donc faut trouver des compromis où à la fois tu traites le plus rapidement les gens pour que leur délire s'arrête le plus rapidement possible pour que ce soit meilleur pour leur cerveau et leurs neurones, en gros. Et à la fois, toi, tu peux avoir une attitude de compréhension du délire sans forcément rentrer dans la personne et puis, lui dire que c'est un teubé, qui est fou, quoi. Et ça, bah, tu peux le savoir quand, sortant de la psychanalyse ou sortant de gens qui s'inspirent de la psychanalyse et qui font du spéculatif comme fait, Deleuze et en confrontant ça à des données qui sont des données, d'études expérimentales basées sur les gens, c'est basé sur ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des pincettes. Là, dans son stream, Wissam, il parle de quelque chose qui est très précis et qui est très intéressant. C'est, en gros, il parle d'un patient, je crois qui viendrait des Comores. Enfin voilà, il y a toute une notion, d'ethnopsychiatrie, de domination, coloniale, raciale et tout ça, quoi. Et il dit que ce patient, ben, on dit qu'il est délirant parce qu'il voit des djinns, il parle, de, Martin Luther King, je crois, de Malcolm X, et il va rentrer en relation, en fait, avec son psy à travers Aimé Césaire et son psy va comme ça et ren commencer à lui parler, lui dire: «Ah, moi aussi je connais Aimé Césaire» et ça va lui permettre de créer une relation et puis de le faire sortir du délire, quoi. Alors moi, c'est toujours compliqué pour moi de commenter un cas clinique que je ne connais pas et puis, même les cas cliniques, je trouve ça toujours compliqué parce qu'ils sont un petit peu romancés parfois donc c'est dur d'avoir tous les éléments, notamment, bah, quand on parle de délire, enfin, quand on parle d'un événement, psychiatrique. Est-ce que la personne a des antécédents psychiatriques? Est-ce qu'il y a, d'autres choses qui peuvent expliquer? Enfin, j'en sais rien. Mais, en tout cas, là, la question qui se pose, c'est une question d'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est vraiment en train de délirer, déjà? Parce que des fois, on arrive avec nos grands yeux, européocentrés et on dit: «Bah, cette personne, elle délire parce qu'il dit quelque chose qui, de notre point de vue, n'a pas de sens». Et comme de notre point de vue n'a pas de sens et ça ne renvoie pas à la réalité de notre point de vue, on se dit: «C'est une psychose». Mais en fait, peut-être que de son point de vue, ça a du sens et c'est pas une psychose. Et ça, c'est vraiment une question fondamentale. J'en avais parlé justement pendant le Zawa Talk. Il y a des gens qui arrivent aux urgences et qui commencent à parler de marabout. Et ben, pour un blanc européen, catholique, c'est normal qu'une vieille, anxieuse arrive et lui parle de Dieu, ou d'un truc comme ça, même si ça arrive moins qu'avant parce qu'on est moins catholique qu'avant, mais c'est pas anormal. Par contre, que quelqu'un arrive, en ayant des origines africaines et lui parle de marabout, bah, ça lui paraît psychiatrique, en fait. Mais en fait, c'est pas psychiatrique. C'est juste, un environnement culturel différent avec des croyances différentes, quoi. Donc la première question qui se pose dans ce cas clinique là, c'est: est-ce qu'il y a vraiment un délire? Et donc il faut avoir une approche hypnopsychiatrique. Par contre, bah, comme je vous l'ai dit, si il y a vraiment une psychose importante, un délire important avec des hallucinations, des choses comme ça, il va falloir rapidement mettre en place un traitement et essayer de mettre un traitement efficace, ne pas hésiter. Pourquoi? Parce que la personne est en train de perdre des capacités cognitives si on le laisse trop longtemps en train de délirer et donc peut être handicapé, au niveau, psychique à long terme et c'est pour ça que c'est très critiquable tout ce qui est, accompagnement passif, écoute du délire. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire: «Oui, il faut écouter le délire». Souvent des gens un peu psychanalystes, vieux et tout. Bah, quand tu écoutes le délire, en fait, tu es en train de dire, «Moi, j'écoute le délire et puis je fais de la littérature sur le délire en disant: "C'est très, très intéressant parce qu'il nous parle de ci ou ça" et j'essaie de faire des liens dans ma tête». Mais pendant ce temps-là, la personne, elle est en train de perdre ses capacités cognitives et d'augmenter d'amoindrir son pronostic, psychique, quoi. Donc c'est quand même pas très, très cool. Et donc, si ces approches, elles sont intéressantes, faut pas oublier que, la première chose à faire, c'est, de respecter, les potentialités de vie future, dans un bon état de notre patient, quoi. Et pour faire ça, il faut avoir un rapport matérialiste, c'est-à-dire à la fois expérimental, à la fois ne pas rejeter par principe des choses parce que par idéologie, on va dire et essayer de comprendre ce qui est le mieux pour son patient et de faire ce qui est le mieux pour lui, quoi. Et bah, c'est le problème des philosophes et de la spéculation et puis, de commencer à parler de psy quand on connaît pas trop, c'est qu'on est en train de donner des conseils presque médicaux à des gens,
qui vont dire: «Ah oui, bah, si quelqu'un délire, faut peut-être l'écouter et la psychiatrie, ils vont être méchants», bah, ça peut être vrai. Je veux dire, il y a plein de défauts à la dans la psychiatrie, mais ça peut aussi, sauver le pronostic psychique de votre frère ou de votre mère ou de votre père ou quelque chose comme ça, quoi. Faut vraiment comprendre que l'écoute, la mise en place de la relation, l'accompagnement, c'est quelque chose qui se fait tout du long. Mais des fois, tu as besoin de mettre en place des traitements rapidement, parce que ça te permet de rentrer en relation aussi avec la personne et parce que, aussi quand on est extérieur à ça, on voit peut-être pas, enfin on se dit: «Ouais, un délire c'est presque neutre», mais un délire ça c'est super flippant souvent. Enfin, moi j'ai vu des gens, voilà qui pensaient que leurs voisins voulaient les buter ou des choses comme ça. C'est flippant de fou, quoi. Ou des gens qui arrivent et qui te disent, «Ah oui, ouais, je non mais vous êtes de la police vous aussi» et puis ils pensent que tout le monde est de la police, quoi. Bah, quand tu penses que même les gens qui viennent te prendre en soin, ils sont de la police, c'est giga flippant. Donc, si tu perds du temps et que tu laisses le truc s'installer et que tu, allies pas ton rapport, relationnel, empathique et tout avec la personne, l'accompagnement à un traitement efficace, rapide, tu le laisses dans son angoisse, ce qui est, je trouve, maltraitant pour la personne, en plus de, lui baiser ses capacités cognitives. Donc il faut vraiment allier les 2 et force est de dire que, les gens qui ont mis en avant l'accompagnement ont souvent mis en avant des démarches passive de respect et il y a un peu ça chez, quand Deleuze il met en avant le schizophrène comme étant, presque un révolutionnaire, quelqu'un d'iconoclaste et tout. Bah, c'est quand même un truc un petit peu, d'universitaire qui a 132 QI ça. C'est-à-dire moi j'ai 132 QI, je suis professeur machin et tout, limite au Collège de France, voilà et puis, je prends des gens qui ont un problème psychiatrique qui leur baise leur vie, qui a fait qu'à partir de 20 ans, alors qu'ils étaient en train de faire des études, ils ont dû arrêter leurs études. Ils se sont ramenés chez eux, ils ont perdu des capacités de raisonnement, de planification. Ils ont parfois des trucs de persécution, ce qui font qu'ils vont s'engueuler avec leur famille parce qu'ils vont commencer à délirer, à avoir peur de choses, ils vont avoir des hallucinations. Et toi, tu es là à côté, tu te dis: «Ah ouais, mais ces gens-là, faut les accompagner parce que c'est des vrais révolutionnaires qui ont une subjectivité créatrice que moi, l'auteur à 132 QI, je vais pouvoir écrire dessus et faire un livre sensationnel». Sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'attriste et que je trouve un peu honteux, quoi. Bref, c'est pas le seul sujet, de, l'émission. Le sujet de l'émission, c'est de réagir à la critique que Wissam a à me faire et vous allez voir que, c'est assez précis et c'est sur le marxisme. Donc, en fait, moi, il y a aussi, en fait, j'ai un problème aussi avec Paduring, c'est sa vision du marxisme. Sa vision du marxisme qui est, et notamment, il parle de épistémologie, et il dit, on ne peut pas avoir deux épistémologies. On ne peut pas avoir l'épistémologie de la psychanalyse et l'épistémologie du marxisme. Pour lui, c'est incompatible. On ne peut pas avoir deux épistémologies pour comprendre le monde. Je sais pas si Wissam, il s'est beaucoup intéressé à l'épistémologie, mais ce qui est en fait, c'est une épistémologie, c'est la manière dont on produit les connaissances. Tu peux pas avoir 2 types de, systèmes de production de connaissances auxquels tu adhères parce que sinon, si elles se contredisent à un moment donné, ça invalide toutes les connaissances de l'autre et donc tu peux pas adhérer à un système qui contredit les axiomes de ton autre système de pensée. En fait, c'est ça l'idée, et en plus, ça n'a pas de nécessité. Parce qu'on peut très bien expliquer, des choses, on peut très bien reprendre les mêmes phénomènes, essayer de les intégrer dans d'autres épistémologies. Enfin, tout le monde essaie de faire ça tout le temps, en fait. Oui, Rabougri. Moi, il y a un truc. En fait, moi, je trouve intéressant là-dedans le propos de Paduring parce qu'en fait, je trouve qu'il se révèle un peu et qu'en fait, vu qu'il peut pas le dire sur le théorie décoloniale ou même sur des théories LGBT, des théories annexes du marxisme parce que ça serait mal vu, en fait, Paduring explique que bon, pour lui, il y a que le marxisme et les autres Donc voilà, théories, bah, c'est pas là intéressant là, en parce fait, que les gens la théorie. donc là, il confond vraiment 2 choses, c'est-à-dire, le fait de dire que des épistémologies peuvent être, opposées et donc du coup, bah, qu'on ne peut pas accepter les 2 et des domaines de, la pensée ou du militantisme, par exemple les théories queer et les théories décoloniales. Parce que je suis désolé, il y a des théoriciens qui peuvent rentrer dans l'épistémologie marxiste et qui sont des théoriciens queer ou décoloniales. Donc ça, en fait, ça n'a rien à voir, Wissam. Donc je sais pas trop si tu es au clair avec la notion d'épistémologie, mais moi, ce que je pense juste, c'est que, il faut comprendre, l'histoire, par rapport aux rapports sociaux
qui sont issus de luttes entre sujets collectifs. En gros, c'est ça que je pense. C'est-à-dire que vous avez des sujets avec des individus qui coopèrent et qui forment ce sujet qui a une action dans l'histoire dans un sens. Un groupe de personnes qui fait une action dans un sens et ce groupe de personnes est composé d'individus coopérants, quoi. Et cette coopération dans le sujet collectif crée certains rapports sociaux. Et ces rapports sociaux vont déterminer les individus dans le sujet collectif, qui vont même redéterminer les rapports sociaux, et tout ça est très complexe. Mais tout ça est une pensée marxiste, matérialiste. À partir de là, tu peux expliquer pourquoi il y a certains sujets collectifs qui en ont dominé d'autres, qui ont colonisé, qui ont normalisé le fait d'avoir un genre masculin, un genre féminin, qui ont normalisé une domination sexiste du patriarcal. Tu peux avoir une théorie qui rentre dans mon épistémologie marxiste et qui s'intéresse aux théories queer et décoloniales. Ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que la psychanalyse, c'est pas un domaine de la pensée comme les théories queer ou décoloniales, mais c'est une certaine épistémologie, un certain paradigme pour comprendre les choses. Et un paradigme qui, pour moi, parce que elle réintroduit des dualismes, individu-société, où l'individu est premier, parce qu'elle réintroduit des dualismes à l'intérieur de l'individu, entre je sais pas, le psycho-affectif et le cognitif, entre le sensorimoteur et le langagier. Et ben, parce qu'elle réintroduit comme ça des dualismes, je pense qu'elle est anti-marxiste. Entre guillemets. Je pense qu'elle n'est pas en accord avec le matérialisme dialectique et que donc à un moment donné, ça va se percuter. Parce qu'il y en a un qui pense que le marxisme, que le sujet collectif est premier et que l'individu est une production sociale. Et l'autre qui pense qu'au fond, il y a quand même une pulsion individuelle, quand bien même elle soit modelée par le social. C'est pas exactement la même chose que l'individu soit une incarnation d'une production sociale, c'est-à-dire que la forme d'individualité, l'individu est produit socialement et incorporé dans le corps humain, plutôt que d'avoir un individu qui est modelé par la société. C'est pas exactement la même chose et je te renvoie à ça si tu veux vraiment percer un peu ces finesses de l'épistémologie marxiste, notamment de la psychologie, qui est une épistémologie très particulière, parce que la psychologie, c'est pas seulement une science sociale, il y a aussi une part d'éthologie, de comportement réflexe, de comportement presque primate ou des choses comme ça. C'est pas facile à théoriser, c'est pour ça que ça nous résiste parfois aussi. Je te renvoie à l'introduction de Marxisme et théorie de la personnalité de Lucien Sèvres, justement, où il explique bien tout ça, la différence entre des pensées un peu dualistes et la pensée plus marxiste, matérialiste, historique et dialectique de la psychologie. Théorie décoloniale, c'est aussi une autre. Je veux dire, si tu vas dans l'idée que la psychanalyse est une épistémologie, tu pourrais dire pareil des théories décoloniales qui proposent une autre épistémologie. Et mais donc, il va dans le sens oui, de ah, mais en fait. Mais pas du tout, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Les théories décoloniales, à l'intérieur des théories décoloniales, il y a des gens qui sont marxistes, des gens qui ne sont pas marxistes. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui mobilisent plein d'épistémologies différentes dans le champ décolonial. Et moi, ce que je dis, c'est que je suis marxiste, donc je vais plutôt m'intéresser peut-être aux gens qui ont la même épistémologie que moi, c'est-à-dire qui ne sont pas idéalistes, qui pensent que les rapports sociaux priment en premier, à l'intérieur des sphères décoloniales. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'utilisent pas que le marxisme dans les sphères décoloniales sont des teubés, qu'il ne faut pas lire, que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire que je vais peut-être les lire de manière critique et me dire comment est-ce que je peux incorporer ça dans mon marxisme. Comment est-ce que je peux aller au-delà de leur épistémologie pour l'incorporer dans mon marxisme. Quelles sont les limites de cet auteur? Et puis même chez les marxistes, il y a plein de marxistes qui ont des auteurs, mais c'est d'avoir un travail de pensée comme ça, de penser du dépassement pour l'intégrer dans une théorie qui ne se contredit pas quand on passe, je sais pas, de la sociologie à la psychologie, de la sociologie à l'histoire, pour avoir une théorie totale, quoi, une science totale. Le marxisme, c'est vraiment l'espérance d'une science totale humaine, et pas de réintégration d'idéalisme, on va dire. En fait, c'est incompatible. Et il ne le dit pas parce qu'il sait très bien que ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile de tenir cette position. Mais c'est quoi ce complot? Paduring ne dit pas qu'il est raciste. Paduring ne dit pas qu'il est raciste et qu'il déteste les théories décoloniales.
j'ai passé 1 an à travailler sur Train du Tao, qui est peut-être l'auteur décolonial un petit peu oublié en France aussi, pour essayer de redorer le blason et de participer à l'activité, qui est voilà, de dire cet auteur est important. Mais voilà, c'était un truc que j'ai fait de manière consciente parce qu'au fond de moi, je suis raciste et antidécolonial, parce que Wissam, il a très bien compris ça, hein. Je l'ai fait par taquilla, en fait. Pas du ring, il y a une taquilla marxiste. C'est un peu ça ce qu'il nous raconte. Mais Wissam, c'est n'importe quoi. Putain, c'est n'importe. Mais frérot, tu peux pas dire bah ouais, je suis allé aux Awatolk, j'ai un peu engueulé des mecs, vas-y, soit tu dis rien, au pire on s'en bat les couilles, dans 2 semaines on aura oublié ton truc. Soit tu dis bah vas-y, désolé, pas du et pédoro, mais vous m'avez énervé, et puis nous on dira ouais, bah désolé si on t'a énervé, et puis basta. T'es obligé de faire croire aux gens que je suis à moitié raciste, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ou alors là, tu montres vraiment que tu ne sais pas ce qu'est l'épistémologie, hein. C'est complètement dingue, hein. Si tu considères que le champ décolonial ou champ queer, c'est la même chose que la psychanalyse, c'est pas le cas, en fait. Vis-à-vis des théories décoloniales, plutôt que vis-à-vis des théories psychanalytiques. Avoir recours à la psychanalyse, c'est pas valider l'entièreté des concepts de Freud ou Lacan. Bah oui, mais on va revenir sur ça. Oui, oui, dit Gebor, on va revenir sur ça, parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que déjà, il y a des gens qui se branlent sur Deleuze. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a le chat de Dany Raz, qui sont à fond deleuzien et qui n'ont pas vu que déjà, il y avait des gens qui avaient fait, tout en étant dans la psychanalyse, une critique du complexe d'Oedipe, une critique comment dire, des œillères de Freud qui ont autant dû à l'époque que aussi à sa classe bourgeoise. Donc moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens, il y a déjà des psychanalystes qui ont critiqué l'aspect réactionnaire qu'il y a dans la psychanalyse, et surtout en fait dû au fait qu'on essaye d'universaliser et d'à tout prix rentrer toutes les maladies, toutes les psychoses que vous voulez dans le complexe d'Oedipe. Mais on va y revenir. Juste pour pas du ring, moi j'ai un camarade qui devait venir dimanche et qui est pas là, mais je trouve qu'il a très bien résumé le problème que j'ai avec pas du ring sur sa vision du marxisme. Donc vous allez voir, voilà. Là, ça va être croustillant. Il nous fait le coup de j'ai un ami marxiste. J'ai un ami marxiste. Il y a les gars qui ont les amis noirs. Lui, il a un ami marxiste. Bon, c'est des camarades marxistes. J'insiste sur ça parce que pas du ring, il est sorti, il m'a dit ouais, le problème c'est que tu traînes pas avec des marxistes. Je suis non mais Quoi? Je t'ai dit ça, Wissam? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, le problème si tu veux, on peut avoir ce débat. D'ailleurs, Wissam, je t'invite, si tu veux avoir un débat, ça peut être un débat oral, enregistré, pas enregistré, un débat écrit sur l'épistémologie, pour essayer de voir si l'épistémologie marxiste est en accord avec l'épistémologie psychanalytique. On peut avoir ce débat. C'est pas un débat qui est infaisable. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est pas de savoir si tu traînes ou pas avec des marxistes ou si tu as des amis marxistes. On s'en balèque, hein. Je veux dire, on a tous les deux des amis marxistes. C'est pas un argument, quoi. attends, mais arrête, arrête. Mais bref, voilà, il m'a fait ce commentaire. Il devait venir dimanche, malheureusement, il pourra pas. Mais il fait partie d'un groupe qui tient un séminaire d'anti-impérialistes marxistes et tout. Et je lis son commentaire. C'est Romain. Romain, vous l'avez déjà vu, il était là avec les opéraïstes. Vous vous rappelez de Romain qui était là avec les opéraïstes? Et donc les opéraïstes, les gens, il me semble que c'est des marxistes conséquents. Parler de l'inconscient et du matérialisme, c'est contradictoire ou pas? Pour moi, c'est pas contradictoire. Mais écoutez la critique qu'il a sur Pas du Ring, que je trouve excellente. Et pourquoi tu peux pas nous expliquer, je sais pas, les défauts de l'épistémologie marxiste et pourquoi toi tu as besoin d'intégrer d'autres épistémologies? Je veux dire, tu peux nous dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses qui échappent à cette lutte entre sujets collectifs qui produit des rapports sociaux, matériels? Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu trouves incohérents là-dedans et qui fait que tu as besoin de rajouter, je sais pas, une pulsion de vie, par exemple? Tu te dis, ah oui, il faut que je rajoute une pulsion de vie parce que vraiment, je ne peux pas expliquer les choses à partir des rapports sociaux et à partir de la matérialité des choses. J'ai besoin d'une pulsion de vie. Moi, j'ai envie de t'entendre le dire. Que tu es un pote marxiste qui a écrit un texte sur moi, bon, si tu veux. En plus, on va voir que le texte correspond pas tellement à moi, mais ça, c'est parce que son pote, je sais pas trop s'il regarde ce que je fais. Mais en tout cas, Wissam me l'a dit pour le coup, et tu peux peut-être le confirmer, Wissam. Il ne regarde pas ce que je fais en fait. Wissam, il m'a dit, après le live de la Zawa, il m'a dit c'est quoi le graphique? C'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce qu'on fait, et c'est pas grave. Mais comme il ne regarde pas ce qu'on fait, il a l'impression que je suis un marxiste de la seconde internationale et que mon trip, c'est les textes un peu mécanistes d'Engels et puis de dire que si tu fais de la psychologie, en fait, tu es un bourgeois dégénéré, quoi.
On a l'impression que c'est ça. Enfin, vous allez voir, c'est un peu cata. Et la différence entre Dany et Wissam, c'est que Dany il regarde ce qu'on fait. Dany il regarde ce que je fais avec Position, avec Zoé, et donc du coup, bah, il a très bien compris qu'entre Wissam et moi, sur la psychanalyse, en fait, on est d'accord sur pas mal de choses quand même. On est d'accord sur pas mal de choses, sauf que moi, je vais avoir tendance à dire, bah, ce qui est intéressant dans la psychanalyse, il faut peut-être l'intégrer aujourd'hui dans une théorie matérialiste dialectique, qui va du coup dépasser les contradictions de la psychanalyse. Moi, je le dis comme ça. Et puis Wissam, il dit bon ben moi, j'ai pas choisi une épistémologie parce que c'est pas forcément son domaine d'ailleurs. Moi, j'ai fait de la philosophie, lui de la sociologie, donc c'est pour ça peut-être que moi je préfère. Enfin, je m'intéresse vraiment à l'épistémologie, et puis lui, il s'intéresse plus à peut-être ce qui lui sert en sociologie, et puis il trouve qu'il y a des théories qui lui servent plus que d'autres. Et puis du coup, bah, je prends un peu d'économicisme, je prends un peu de psychanalyse, et puis je peux prendre un peu de psychologie sociale. Eh bien, il a le droit de faire ça aussi. Moi, je vais faire la même chose, mais en essayant de les réintégrer dans une théorie plus large que j'appelle le matérialisme dialectique, en fait. Donc notre différence, elle n'est pas si grande que ça, sauf que comme Wissam ne regarde pas ce que je fais, eh ben, il l'a pas compris, il me prend pour un espèce de stalinien chelou qui explique que tout est dû à l'économie dans le monde, quoi. Enfin, ça rend ouf. Pour la psychanalyse et le marxisme, moi, ce qui m'énerve dans la démarche de Position et de Paduring, c'est que j'ai l'impression qu'il rejoue un truc un peu old school qui vise à faire de l'épistémologie marxiste un tout cohérent se suffisant à lui-même. Ah bah alors oui, dans l'épistémologie qu'on avance, et je pense que dans toute épistémologie, à part si tu considères que toi tu as des épistémologies qui sont incohérentes et qui servent pas, qui ne sont pas valables partout, tu as le droit, mais ça me paraît un petit peu compliqué à affirmer. Oui, on essaie d'avoir une épistémologie qui permet de rendre compte de la totalité du monde, parce qu'on pense que le monde est une totalité matérielle. Après, si tu penses que le monde est à la fois matériel, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas matérielles et tout, faut que tu nous le dises, hein. Faut que tu nous le dises, hein. S'il y a des pulsions de vie idéales qui apparaissent, ben, faut que tu nous le dises. Il y a une forme de geste totalisant d'un autre âge, comme si le marxisme était l'alpha et l'oméga de la théorie critique, ayant tout dit sur tout. Il y aurait tout chez Marx et ses successeurs comme si c'était une tradition cohérente et homogène, et surtout en rejouant ce geste un peu Alors ça, c'est vraiment faux pour le coup, et c'est vraiment un truc à ne pas faire, c'est-à-dire ne pas essayer d'aller chercher chez Marx toutes les choses qui seraient vraies. C'est pas parce que tu as une épistémologie que tu as tout dit sur le monde, et qu'il reste juste à relire les lignes pour savoir ce qu'il faut. T'as un espèce de... t'as une vision du monde, un paradigme dans lequel il va falloir faire beaucoup de recherches pour essayer de regarder comment ça marche le capitalisme, comment ça marche l'esprit humain, comment ça marche, je sais pas moi, la sexualité humaine, comment ça marche le genre, comment ça... Tu vas aller chercher dans plein de domaines et tu vas devoir creuser, mais tu contrediras pas forcément l'épistémologie, ou alors ça veut dire que ton épistémologie, elle est pas bonne au final, si elle est contredite par le réel. Moi, si demain on me montre que l'épistémologie marxiste, elle est contredite par le réel, je dirais, ben ouais, il faut la modifier, il faut peut-être faire une nouvelle épistémologie, ça, y a pas de souci. Mais vraiment, et justement, Lucien Sèvres, dans Marxisme et théorie de la personnalité, il le dit bien, on ne trouvera pas une psychologie à partir du marxisme. Il dit, il faut articuler une psychologie avec le marxisme. C'est pas pareil. C'est pas tout est dans Marx et il reste plus qu'à développer les analyses pour trouver une psychologie. Non, parce que la psychologie, c'est quelque chose qui est au carrefour de comportements de primates, donc des théories d'éthologie, des sciences humaines, donc dans les sciences humaines, vous allez voir la sociologie, les sciences du langage, l'anthropologie, enfin tout ça, voilà, vous avez besoin d'avoir une approche intégrative, et notamment de choses qui ne dépendent pas purement des sciences humaines et donc pas purement du marxisme, qui sont des sciences biologiques. Donc tu peux pas avoir une psychologie que tu vas extraire du marxisme. Je l'ai dit d'ailleurs dans la capsule sur Lordon, donc ça veut vraiment dire que son pote n'a pas regardé la capsule sur Lordon, par exemple. Il y aurait tout chez Marx et ses successeurs comme si c'était une tradition cohérente et homogène, et surtout en rejouant ce geste un peu stalinien d'exclusion de ce qui est perçu comme des épistémologies différentes, comme déviations bourgeoises. Oh là 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 là, il a l'impression d'avoir baisé le game. On cite quasiment que des mecs qui sont anti-staliniens. Oh là 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 là, mais comment tu peux être fier de ça, frérot? Frérot, j'ai commencé avec Kluskar. Kluskar, tout le monde le prend pour un révisionniste de fou. Tout le monde le prend pour un révisionniste de fou parce que justement, il est trop hegelien, je sais pas trop quoi. Il attaque le diamate. Oui, Sam, ressaisis-toi, bordel. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu crois qu'on a le livre d'épistémologie de
de diamètre de Staline là et qu'on le relit tout le temps. On cite que des mecs genre Lukács, Goldman, Lucien Sèvres, Tran Duc Tao, Labika, c'est que des mecs qui sont pas des staliniens et justement qui ont critiqué l'économicisme et le mécanisme stalinien et la volonté dogmatique des staliniens. C'est n'importe quoi. Hein. Je trouve que pour l'instant, c'est totalement ça. Et c'est pas anodin que, par exemple, Lordon a parlé de réflexe stalinien. Oui, bah Lordon, justement, il a pas répondu sur le fond. Il a dit oui, c'est des staliniens. Bon, Lucien Sèvres, c'est un stalinien si vous voulez. Oui, c'est n'importe quoi, Wissam, putain. C'est n'importe quoi. On rentre vraiment dans cette idée-là. Putain, j'ai l'impression que le mec, c'est un libéral qui dit oui, pas du ring, il veut collectiviser mes chaussettes et il est stalinien. Wissam, bordel. Putain, sois un peu, je sais pas, sois solide là. Putain, ça m'énerve. Mais en fait, c'est complètement con. Je suis en train de m'engueuler avec un camarade parce que le type n'est pas foutu de s'excuser après un débat où il a été agressif avec quelqu'un où il fallait peut-être pas l'être et que la personne l'a mal vécu, quoi. Et c'est même pas moi en plus, la personne qui l'a mal vécu. Donc, putain, c'est ouf quand même. Idée-là. Je continue. Je trouve ça un peu tendancieux et encore une fois d'un autre âge. Dépendant d'une époque bien particulière de la pensée critique, où effectivement le marxisme était hégémonique dans le champ de la critique. Une domination qui était la résultante des conditions bien plus politiques que proprement théoriques. Le marxisme pouvait se permettre ce geste de domination parce qu'il s'adossait sur la puissance du mouvement ouvrier et de ses relais organisationnels. La révolution d'octobre, la puissance des partis communistes, etc. Donc voilà, l'idée c'est que oui, le marxisme était hégémonique, c'est pas tant parce qu'ils avaient la théorie la plus parfaite et la plus scientifiquement juste, c'est aussi parce qu'il y avait un mouvement ouvrier fort, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on a déjà fait cette critique d'ailleurs où on explique bien comment est-ce que dans les périodes de révolution, le marxisme est assez dialectique, assez fin, parce qu'il pense la transformation du monde, et comment quand il y a une bureaucratisation, par exemple la stalinisation, eh bien, les penseurs marxistes qui vont être mis en avant, ou alors eux-mêmes, parce ils vont comprendre que c'est ça qu'ils doivent mettre en avant, vont devenir beaucoup plus structuralistes, c'est-à-dire beaucoup moins dialectiques, et vont avoir une pensée à l'image de la société de leur temps, c'est-à-dire eux, ils sont en haut, c'est des petits clercs qui décrivent une société, mais qu'il faut surtout pas transformer parce que la bureaucratie a cadenassé le truc, quoi. Et justement, c'est les penseurs les plus dialectiques qui ont fait cette critique-là à d'autres marxistes. Par exemple, quelqu'un comme E.P. Thompson, ou Lucien Goldman aussi, mais comme E.P. Thompson a parlé de ça, de cette période où tu as la guerre froide qui arrive, et d'un coup, les marxistes qui étaient proches des existentialistes, qui étaient des révolutionnaires, qui avaient un projet pour de transformation de la France, et bien comment ces marxistes vont devenir extrêmement structuralistes, mécanistes, et vont fermer en fait le marxisme dans un espèce de truc où on est juste là à décrire la société plutôt que de la transformer. Et d'ailleurs, c'est ces marxistes-là qui inspirent particulièrement les post-structuralistes et des gens qui aiment bien Wissam. C'est des gens comme Althusser qui ont inspiré énormément de post-structuralistes. Et donc, on pourrait presque, si on voulait troller un petit peu, dire que ce marxisme-là, très froid, mécaniste et tout, il est plus présent dans le post-marxisme que Wissam met souvent en avant, que dans le marxisme dialectique qu'on met en avant avec Chris, quoi. Je sais pas si c'est un débat qui vous intéresse tant que ça. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, allez lire Alexandre Ferron, qui parle beaucoup de ça dans son moment marxiste de la phénoménologie française, où il parle de Sartre, de Merleau-Ponty, de Tran Duc Tao, 3 trajectoires de gens qui ont été marxistes et existentialistes et phénoménologues à la sortie de la guerre, et comment, avec la guerre froide qui arrive, chacun va devoir faire un choix. Alors, Tran Duc Tao, il va aller faire la guerre de libération de son pays au Vietnam, et les 2 autres, ils vont de plus en plus abandonner le marxisme parce que la période devient anti-marxiste de fait, parce que ça se cadenasse, quoi. Cette situation a amené des choses fortes dans l'efficacité proprement politique de la théorie, mais sclérosait aussi le marxisme dans une forme de dogmatisme assez pauvre. Parfois... Putain, il dit ça comme s'il avait baisé le game. Wissam, tu découvres aujourd'hui que les staliniens des années 30-40, ils sont assez pauvres théoriquement. Et frérot... J'ai l'impression... Est-ce que je suis encore en ligne? Ouais, c'est bon. Ouais, les gens, le train de l'hype, merci, #dièse. Merci beaucoup, merci, #dièse. Merci. C'est à côté de la plaque un peu de... Justement, il parle de ça, la fin de les... Voilà. C'est à côté de la plaque un peu. Pourquoi c'est à côté de la plaque un peu? Explique-moi.
Justement, il parle de ça, de la fin de l'hégémonie marxiste. Ben oui, mais c'est pas le sujet du truc. C'est-à-dire, ils ont pas dit. Je veux dire, là, je les accuse pas de dire qu'il y a eu une fin de l'hégémonie marxiste. Est-ce que tu as compris la critique? Je comprends pas. Je continue. Parfois, j'ai l'impression que Paduring a une certaine nostalgie de ça. Moi, je pense que même si Marx et le marxisme est fondamental pour repenser de manière critique beaucoup de choses échappent au marxisme. Je pense, par exemple, qu'en termes C'est marrant parce que du coup, son pote, il considère, si beaucoup de choses échappent au marxisme, c'est-à-dire qu'il considère que le marxisme, c'est peut-être un économicisme, c'est-à-dire que ça s'intéresse qu'à l'économie, et donc du coup, oui, il y a des choses qui échappent à l'économie. Encore une fois, moi, quand je parle de marxisme, je parle de quelque chose de beaucoup plus large que ça. Donc en fait, son pote est presque plus proche, s'il se dit marxiste, de ce qu'il est en train de critiquer, c'est-à-dire des gens qui sont réductionnistes, que de gens qui ont une vision plus large du marxisme. d'écologie, il est nécessaire de se nourrir des traditions qui ne peuvent pas directement être tirées de Marx et de son épistémologie. Pour penser le Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire d'écologie marxiste? Je comprends pas. racisme aussi. Enfin, il suffit pas de dire quelque chose pour que ce soit vrai, hein. La psychanalyse sert dedans, je pense. En fait, vraiment, ce qui me saoule, c'est de croire que le marxisme est une théorie qui dit tout sur tout, et si tu nourris le marxisme d'autres traditions théoriques, tu es dans la déviation bourgeoise. Bah, c'est justement pas ça qu'on dit. Il faut pouvoir nourrir le marxisme de plein de choses. Moi, une de mes grandes découvertes l'an dernier, en 2023, enfin découverte, j'avais déjà lu du Husserl, mais c'est Husserl justement. Husserl, c'est incroyable. La finesse du mec, c'est incroyable. Et tu comprends très bien comment dans son temps, un gars qui est un intellectuel juif avec la montée du nazisme en Allemagne, comment il va essayer, alors que c'est un bourgeois, avec l'épistémologie bourgeoise, d'aller chercher le truc le plus progressiste possible, et comment il va pas y arriver en fait avec cette épistémologie-là. Et tu le vois essayer de chercher, et tu comprends vraiment en fait sa position sociale quand tu le lis, quand tu vois les efforts qu'il a d'écriture. Et moi, en fait, être marxiste pour moi, c'est faire cette analyse-là, en fait, Wissam. C'est de se dire, Husserl, c'est hyper intéressant, il y a plein de trucs à prendre. Par contre, il est idéaliste et il est dualiste. Je sais pas si tu le nierais, mais je pense pas. Husserl, il est idéaliste et il est dualiste. Il fait intervenir une séparation en fait entre l'esprit et puis le monde réel. Et donc du coup, bah, c'est compliqué aujourd'hui, je trouve, de soutenir ces thèses. Mais tout ce qu'il a décrit, et notamment on le fait aujourd'hui en neurologie, il y a plein de gens qui font de la phénoménologie neurologique, des gens qui s'inspirent en fait de ces descriptions pour essayer de voir à quel point elles sont vraies, en testant des hypothèses aussi de manière physique. Et donc c'est quelqu'un qui est très intéressant, mais être marxiste, c'est de se dire, ben, Husserl, s'il a pensé ça, c'est parce que c'est un intellectuel juif dans les années 20-30 en Allemagne qui voit que le monde est en train de se fasciser, mais qui ne peut pas choisir le communisme. Et il peut choisir ni le communisme ni le nazisme, et du coup, ben, il essaie de faire revivre ce moment de raison, de rationalisme allemand dans la grande tradition rationaliste allemande, qui ne marche pas au final. Et donc, cet auteur, il a ses limites qui sont expliquées par sa position sociale qui a le cul entre deux chaises, en fait. Et voilà, quoi. Marxiste, c'est ça. On explique ça. On dit, bon, bah, par contre, ce qu'il a fait, ces descriptions, elles sont intéressantes. Est-ce qu'on peut les intégrer de manière matérialiste? Et c'est ce que va faire Tran Duc Tao. Tran Duc Tao, il va les intégrer de manière matérialiste. Il va pas dire, ah, bah, je suis marxiste, mais il y a Husserl à côté, et donc je prends un peu de Husserl, un peu de Marx. Il va dire comment est-ce qu'on peut rendre compte de ce qu'a découvert Husserl d'une manière matérialiste. Et c'est ça le marxisme. S'il y a des choses intéressantes, et il y en a dans la psychanalyse, notre but en marxisme, c'est de dire comment est-ce qu'on rend compte de ces choses de manière matérialiste dans une théorie qui ne nie pas les autres théories, les autres sciences sociales, et qui ne réintroduit pas des hiatus, des idéalismes et des dualismes. En fait, c'est ça. C'est pas un économisme, le marxisme. Le marxisme, c'est une théorie du dépassement des autres théories dans le matérialisme, si tu veux. Et vraiment, et si tu veux des lectures là-dessus, Wissam, en vrai, il y a plein de personnes intéressantes à lire aujourd'hui sur le marxisme, et notamment Ferron. Ferron, je pense que c'est quelqu'un qui peut te permettre de comprendre tout ça. Labika aussi, qui est un peu plus vieux. Tu peux même lire, je sais pas, tu peux lire le petit bouquin de Goldman là que Chris conseille souvent, qui s'appelle Sciences humaines et philosophie. Ça, c'est super intéressant pour comprendre un petit peu tout ça. Bref, on continue.
Franchement, si c'est pour rejouer ça, si c'est pour faire du marxisme un truc homogène avec sa cohérence dogmatique, franchement, ce serait un sacré recul théorique. Mais attends, homogène, en quoi c'est pas mal qu'on essaie de faire un truc qui ne se contredit pas. Si c'est ça homogène, je vois pas en quoi c'est mal. C'est pas être dogmatique ça. C'est vrai qu'ils sont un peu le stade, mais c'est pas en critiquant les stades qu'on va valider la psycha. Mais on va revenir après à la psycha. Arrêtez de tout mélanger. Là, je vous fais une critique de Paduring, là. Je vous fais une critique de la vision du marxisme de Paduring. Mais on va revenir sur la psycha. Et d'ailleurs, Une critique, alors qu'il ne me regarde pas et qu'il sait pas ce que je dis. Mais bon, bref. tous les marxistes les plus inventifs ont toujours pioché dans des traditions théoriques, des épistémologies, comme ils le disent, jugées extérieures au marxisme. Gramsci était considéré comme idéaliste à son époque et était un... Il était considéré idéaliste par qui, Wissam? Aujourd'hui, qui est-ce qui essaie de réintroduire du Gramsci? Si ce n'est des marxistes, on considère Gramsci comme marxiste, Wissam. C'est pas parce qu'il y avait des types qui étaient réductionnistes, des mecs de la Seconde Internationale qu'on critique, qui considéraient Gramsci comme idéaliste, que nous, on le considère comme idéaliste et d'une mauvaise foi totale. Enfin, c'est quand même ouf. Genre, on est anti-gramschiste. Le mec nous prend, en fait, il a cru quoi? Enfin, il a cru que j'étais Kotsky, le gars. Je suis là et je donne les bons points. Qui est le plus réductionniste dans son marxisme? Et puis Gramsci, c'est pas bien. Et puis Lukács, c'est pas bien. Et puis. Non, mais c'est ridicule. Tu sais très bien qu'on aime Gramsci. Mais pourquoi t'es de mauvaise foi comme ça? C'est ouf quand même. influencé par l'idéalisme hegelien de Crochet. En quoi être influencé par l'idéalisme hegelien, c'est ne pas être marxiste. Marx lui-même était influencé par l'idéalisme hegelien. C'est complètement con comme truc. Cross, on dit Cross, je sais pas. Moi j'aurais dit Croce parce que c'est un italien, mais je pense que c'est Cross. Lukács était nourri de la pensée de Max Weber. Poulantzas, Lifu. Tu crois qu'on n'aime pas Lukács? C'est ouf quand même. Lukács est peut-être l'auteur que Chris cite le plus sur la chaîne. Bordel, il a cru qu'on était des stalles bas du front. Enfin, même pas des stalles, des mecs de la Seconde Internationale. Le gars a cru qu'on était en 1890 et qu'on disait le petit Gramsci là-bas, il a cité Hegel, c'est pas bien, enlevez-lui un point. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, en fait, c'est là où je me dis, des fois, l'ego, ça peut te mener à... Enfin, le mec est en train de taper sur un camarade en expliquant que je suis queerphobe, que je tape pas sur les luttes décoloniales parce que j'ai pas trop le courage, mais en vrai, c'est ce que je pense, et que je suis un espèce de type de 1890 anti-Gramsci, anti-Lukács. Enfin, c'est complètement con, frérot. Enfin, tu peux pas envoyer un message à Pedro, lui dire ouais, bah désolé, j'ai un peu fait le connard et tout, j'avais pas trop compris le débat et tout, et puis j'étais un peu agressif. Tu peux pas faire ça, en fait. Foucault. Althusser est nourri de psychanalyse et de Lacan. Marx n'a jamais prétendu fonder une épistémologie cohérente et établir une école. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu nostalgiques de l'âge d'or du mouvement ouvrier avec sa théorie en béton armé. Le diatomate marxiste-léniniste à l'usage des militants que tu peux transmettre par un manuel. Non, mais c'est catastrophique, hein. Si tu veux, Wissam, je te montrerai même mon premier mémoire. Mon premier mémoire qui doit dater de, je sais pas, 2019 ou un truc comme ça. Je critique déjà le diamate stalinien. Pourquoi? Parce que je travaille sur Kluskar. Enfin, après, c'est aussi là, ça montre ton manque de connaissances dans des marxistes. Tous les marxistes qu'on cite, c'est des gars qui vont à l'encontre de ce que tu es en train de lire. Tu sais bien que moi, j'ai travaillé sur Kluskar, qu'on kiffe Lukács, Gramsci, Train-Ductao, ces mecs-là, tu vois. Enfin, c'est des mecs qui sont contre le stalinisme et contre surtout la vision du monde portée par le diamate stalinien. Après, j'ai aussi une certaine nostalgie de ça, je dis pas, de l'efficacité politique de cette époque. Mais théoriquement, c'était un peu catastrophique. Bref, je trouve ça très intéressant et je trouve que ça représente assez bien cette critique que j'ai à leur égard, c'est que c'est un peu les gardiens du temple du marxisme et qu'ils ont tendance à dire ah mais non mais ça il faut pas lire parce que c'est pas marxiste, ça c'est pas... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, non. Mais même, tu vois, quand Chris, il parle son temps à dire faut lire Spinoza. Il passe son temps à tacler les spinozistes, tu vois, enfin, c'est pas qu'il faut pas lire, c'est qu'il faut le replacer dans son époque et que bah, peut-être que Spinoza, il a pas la même il a pas une épistémologie qui permet de transformer le monde aujourd'hui. Parce que en fait, les enjeux, ils sont là. C'est est-ce que dans la pratique, ça permet de transformer le monde? C'est ça, nous, qui nous intéresse, tu vois. Car, moi c'est un peu ce que j'ai envie de demander même à Lordon, tu vois. C'est en quoi dire que le fascisme, en fait, il s'explique par la position schizoparanoïde, le retour à une position schizoparanoïde, ça expliquerait quoi que ce soit, tu vois. Enfin, et ça nous permettrait d'agir. Je comprends pas, moi, il compte faire quoi? Il compte ouvrir des cabinets de psychanalyse lordonienne pour rendre les gens moins fascistes, tu vois. Je ne comprends pas le projet politique qu'il y a derrière.
Et donc je trouve que théoriquement ça tient pas, et dans la pratique du coup ça tient pas, tu vois. Et l'enjeu il est là, l'enjeu c'est pas de se branler sur l'épistémologie éternellement, hein, parce que si c'est ça on s'en fout en soi, hein. Mais Pas intéressant parce que c'est pas marxiste. mais si, il faut lire plein de choses, et encore une fois, faut lire même de la psychanalyse, il y a plein de trucs bien, hein. Lisez Winnicott par exemple, Winnicott c'est bien. Voilà. Ce que j'étais en train de lire, les gens, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un camarade marxiste qui. C'est Romain qui était venu avec les opéraïstes. C'est pas du tout ça, pas du. C'est dommage que vous croyez ça. D'accord, ok, je suis pas là, ça marche. Wissam, enfin, je sais pas, lis ton chat. Il y a des gens qui regardent nos deux contenus, je pense, et puis qui voient que c'est pas trop de bonne foi, tu vois. Enfin, Bref, voilà, moi, c'est un peu cette critique-là sur le dogmatisme. Et moi, ma position, c'est lisez aussi de la psycha, en fait. Lisez. putain, mais frérot, t'es Raymond Aron en fait. Son truc, c'est de dire les marxistes, ils sont dogmatiques, c'était stalinien et tout. Alors moi, je vais te lire un texte. Tu vas voir, ça va être intéressant. C'est. Je vais peut-être d'abord le lire, et puis. Ah non, vous avez vu, là, je vous ai spoilé. Historical Materialism. Historical Materialism, c'est quoi? C'est des conférences qui vont avoir lieu du 26 au 28 juin 2025, et qui sont faites par toute la team des marxistes enfin je sais, je les connais pas tous, donc je sais pas s'ils sont tous intéressants, mais en tout cas il y a pas mal de marxistes intéressants qui organisent et qui participent à ce colloque. Et donc du coup on va voir la définition du marxisme que donne ce colloque, et je suis d'accord avec eux, et c'est cette définition-là, si vous voulez, dans laquelle je m'intègre. On va voir que c'est quand même un peu différent. Alors, axe théorie marxiste. Que nous dit ce colloque? Les post-marxismes, qui tendent à réduire le marxisme à une tradition dont on pourrait se contenter de tirer arbitrairement quelques éléments en faisant abstraction des autres, imposent de s'interroger sur ses spécificités. Alors ça, c'est Wissam notamment. Les post-marxistes, c'est des gens, ils vont citer Marx, ils disent qu'ils aiment bien le marxisme, ils s'intéressent au marxisme, et Wissam, c'est vrai, s'intéresse au marxisme, il y a plein de gens qui s'intéressent au marxisme. Ils vont pouvoir critiquer le capitalisme grâce au marxisme, et ils vont, par exemple, choper que la critique du capitalisme dans le marxisme. Et ils vont dire, moi, ça m'intéresse. Par contre, la lutte décoloniale, moi, je l'explique autrement, pas par le marxisme, mais par telle autre théorie. Et donc, du coup, ils vont accumuler certaines théories, mais donc sortir forcément le marxisme de l'épistémologie qu'elle est normalement, qui ne devrait pas pouvoir s'allier avec n'importe quelle autre théorie, quoi. Et donc ils nous disent les post-marxistes qui tendent à réduire le marxisme à une tradition dont on pourrait se contenter de tirer arbitrairement quelques éléments en faisant abstraction des autres, imposent de s'interroger sur ses spécificités. D'une part, le marxisme constitue un cadre théorique général permettant d'analyser la réalité humaine dans toutes ses dimensions, un projet de science totale articulant l'étude de toutes les sphères sociales, économie, politique, culture, idéologie, etc., et même naturel, métabolisme socio-écologique. Et vous voyez la différence? C'est-à-dire, d'un côté, les post-marxistes, ils vont dire, bah non, mais le marxisme, c'est juste l'économie, c'est juste la lutte des classes, c'est juste je sais pas quoi. Ils vont piocher un truc qui les intéresse, pourquoi pas, ils font leur truc. Mais non, le marxisme, c'est un cadre théorique général qui permet d'analyser la réalité humaine dans toutes ses dimensions. C'est un projet de science sociale qui articule l'étude de toutes les sphères sociales et même naturelles. Et là, le côté articulation est intéressant, parce que justement, le but, c'est que ça ne se contredise pas entre les différentes sciences sociales pour qu'on ait une science sociale unifiée. C'est ça le but du marxisme. Mais comment comprendre une telle articulation, et ne risque-t-on pas d'écraser la réalité sociale sur une seule dimension? Ne risque-t-on pas d'être réductionniste ou économiciste? D'autre part, le marxisme constitue une critique de la réalité sociale établie visant à la renverser, et est en ce sens indissociable d'une lutte politique. Comment comprendre l'unité de la théorie et de la pratique qui est censée la caractériser? Ne risque-t-elle pas de nuire à sa rigueur intellectuelle? Et quelles modifications du cadre théorique doivent être acceptées pour suivre les changements historiques? Problème de l'historicisme. Ce panel s'interrogera donc sur les spécificités du marxisme par rapport aux autres théories sociales ainsi qu'aux éventuels problèmes qu'elles posent. Donc voilà le marxisme tel que moi je l'entends, qui n'est pas le marxisme du coup de la fin du 19e siècle, n'en déplaise à Wissam et son pote marxiste, parce qu'il a un ami marxiste. Juste Historical Materialist, allez voir leur site quand même, c'est un truc qui est quand même assez sérieux. Moi j'essaierai d'être présent pour assister à des conférences si je le peux.
Il y a plein d'axes comme ça. Moi, je vous ai lu l'axe théorie marxisme, mais en fait, il y a plein d'axes comme ça de travail. L'axe classe, l'axe féminisme, l'axe économie, l'axe fascisme et antifascisme, l'axe impérialisme, l'axe État, l'axe travail-exploitation, l'axe migration, l'axe race-racialisation, l'axe écologie politique, l'axe culture et art, l'axe géographie critique. Et justement, le but, c'est de dire le marxisme, il va tenter d'expliquer tout ça. Il va tenter d'articuler à la fois la migration, à la fois les théories sur le féminisme, les théories sur la race et tout ça. Et donc c'est pas parce que je dis que je suis marxiste que je suis queerphobe et que je suis anti-décolonial comme le prétend Wissam. Non, je pense qu'il faut intégrer une approche marxiste de ces questions-là. Et puis là, vous avez à la fin les signataires, je crois, les gens qui organisent. Attendez, je vais vous le trouver. Donc voilà, vous avez Sarah Abdelnour, vous avez Marion Beauvalet, Marlène Banquet, Carlotta Benvegnou, Elsa Boulet, Benjamin Burnbauer, Juan Sébastien Carbonel, Alexis Cuquier, Johan Doué, Angeliki Drongiti, je ne sais pas qui c'est, Aurore Queclin. Vous avez David Gallo-Lacéré, vous avez Fanny Gallo, vous avez Marina Garissi qu'on avait interviewé sur la chaîne principale, vous avez Ernest Moret, vous avez Hugo Paletta, vous avez Anton Perdonci, je ne sais pas qui c'est non plus, Anton Perdoncine, vous avez Quentin Ravelli, vous avez Lucie Rondeau Dunoyer, vous avez Marlène Rosano-Grange et Gabriel Rosenman. Donc voilà, c'est marxiste non rabougri. Et on va continuer sur la chaîne à faire du marxisme non rabougri. Plus sérieusement, pour conclure là-dessus, sur ce passage, moi j'espère que Wissam va pas continuer à raconter des conneries sur moi. Et s'il veut le faire, en tout cas, on peut débattre d'épistémologie marxiste, psychanalytique ou je ne sais quoi, il n'y a pas de souci. Moi je lui en veux pas, mon but c'est pas de le mettre dans la sauce, mon but c'est pas de je sais pas trop quoi critiquer tout ce qu'il fait comme il a l'air de le penser. Mon but c'est d'avancer une théorie que je pense être la plus probante pour comprendre le monde et donc pour transformer le monde en dernière instance, et je pense que c'est comme ça qu'on mènera la meilleure lutte. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne Padu, et n'hésitez pas à aller voir le Zawatol parce que c'était cool quand même, notamment toute la partie sur la psychiatrie. Et sur ce, je vous dis à plus.